Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un épisode bouleversant et riche en émotions dans Ici tout commence avec le numéro 1233, diffusé en avance le lundi 4 août 2025 sur TF1. Attachez vos ceintures, car cet épisode est un véritable raz-de-marée de révélations et de confrontations. Entre vérités familiales fracassantes, larmes contenues et baisers inattendus, l'Institut Auguste Armand tremble sous le poids des secrets que l'on ne peut plus taire. Léonard, fraîchement confronté à l'identité de son père biologique Étienne Castelmont, encaisse la vérité avec une dignité glaciale, refusant toute pitié. Mais derrière ce masque d'acier, c'est un garçon brisé qui se débat contre l'abandon, les non-dits et peut-être même contre un sabotage organisé. Dans l'ombre de ces révélations, Ferdinand découvre que sa mère savait tout depuis le début et qu'elle a choisi le silence. Entre rejet, culpabilité et quête d'identité, la tension atteint son paroxysme dans une scène d'une intensité rare où chaque mot est une gifle. Et ce n'est pas tout, alors que Clotilde commence à soupçonner Lucille de cacher encore bien des choses, Tessier, lui, sent qu'un piège a été tendu à Léonard depuis le début du championnat. La machination serait-elle familiale ? Jusqu'où les Castelmont sont-ils prêts à aller pour protéger leur nom ? Heureusement, loin de ces douleurs, une respiration lumineuse s'invite dans les bois. Colline, Joséphine, Bérénice et Lou s'embarquent dans un bivouac haut en couleur et en maladresse, une parenthèse enchantée qui tranche avec le climat pesant de l'Institut. Et enfin, dans une scène d'une justesse bouleversante, Léonard et Ismaël partagent un moment d'une tendresse rare, scellé par un baiser plein de pudeur et d'humanité. Deux âmes abîmées qui se retrouvent dans le silence et la douleur partagée. Vous l'aurez compris, cet épisode est un véritable concentré d'émotions brutes, de révélations fracassantes et de tensions à fleur de peau. Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et plongeons ensemble dans les arcanes d'un passé qui ressurgit avec fracas. Dans la lumière douce d'un soir qui décline, Ismaël rejoint Léonard à l'écart, là où le calme du paysage contraste avec le tumulte intérieur de chacun. Ismaël est encore sous le choc. Son regard cherche dans celui de Léonard des réponses, un appui, peut-être même un miroir à sa propre confusion. Il peine à poser des mots sur ce qu'il vient d'apprendre. Je n'arrive pas à y croire, Étienne Castelmont, ton père. Mais Léonard ne laisse pas de place au vertige. Il n'y a pas de fébrilité dans sa posture, juste une lucidité brutale, presque glacée. Il hoche lentement la tête, puis répond, d'une voix posée mais tranchante. Tu sais quoi ? J'étais bien avec l'idée d'être orphelin. J'en avais fait un socle. Une identité. Il ne cherche ni la pitié ni la compréhension. Il énonce une vérité nue, celle d'un garçon qui a grandi avec l'absence comme repère, et qui découvre aujourd'hui que ce vide avait un nom et un visage. Ismaël, troublé, reste silencieux. Mais Léonard, lui, va au bout de sa pensée. Il regarde au loin, comme s'il cherchait dans le paysage un peu d'oxygène pour respirer cette vérité trop lourde. Et puis il lâche, avec calme mais fermeté. Et pour Ferdinand, ce n'est pas parce qu'on a des liens du sang qu'on doit se fréquenter. Chaque mot est un coup près. Léonard refuse les obligations imposées par la génétique. Ce frère tombé du ciel, il n'en veut pas pour le moment. Le lien biologique ne suffit pas à effacer l'abandon, ni à imposer l'affection. Il ne s'agit pas de colère. C'est plus profond que ça. C'est une frontière qu'il pose, pour se protéger, pour respirer, pour exister. Et Ismaël, dans un rare moment de silence, comprend qu'il n'a rien à répondre. Que parfois, le lien du sang peut être plus violent que l'absence. Au coffee shop, la lumière du matin glisse paresseusement sur les tables encore à moitié vides. Lou pousse la porte, un sourire aux lèvres, une étincelle dans les yeux. Joséphine est là, concentrée sur son café, mais dès qu'elle l'aperçoit, son regard s'illumine, une moue narquoise aux lèvres. Alors, le roi des flippers ? T'as survécu à ton duel avec Jude ? Ils se taquinent comme à leur habitude, avec cette légèreté complice qui cache une tendresse naissante. Mais lorsque Lou lui parle d'un bivouac improvisé pour aller pêcher lac, feu de bois et canne en main, Joséphine prend soin de redessiner les contours du moment. Ok, mais on embarque Bérénice avec nous. Pas envie que ça ait l'air d'un rencard. Une façon pudique de garder ses distances, mais Lou capte bien le sous-texte.
Il n'insiste pas. Elle veut y aller, mais pas trop vite. À peine ont-ils le temps d'esquisser le plan que Colline débarque, les yeux pétillants. Elle a tout entendu, évidemment. Vous avez dit pêche ? Je suis la fille d'un guide de rivière, les nœuds palomards et les appâts vivants, c'est mon domaine. La dynamique évolue aussitôt. Ce qui devait être un moment suspendu entre deux battements de cœur devient un petit projet collectif, joyeux et légèrement chaotique. Mais à l'Institut, l'ambiance est tout autre. Tessier et Clotilde observent leur brigade du coin de l'œil. Quelque chose cloche. Les gestes sont mécaniques, les regards fuyants, les échanges rares. Un poids plane. Ils savent que cela a à voir avec Léonard, mais les non-dits s'épaississent. C'est Carla qui, la première, craque sous la pression. L'injustice silencieuse lui brûle la gorge. Elle regarde ses camarades puis se tourne vers Clotilde. Il faut que vous sachiez Léonard, il est lié au Castelmont. Il est leur fils. Un murmure de choc traverse le groupe. En quelques mots, la vérité éclate comme une onde de choc. Ce n'est pas simplement un secret de famille. C'est un bouleversement intime, une faille qui divise l'équipe, une vérité qui, désormais, ne pourra plus être ignorée. Le silence est lourd dans le bureau d'Étienne Castelmont. Léonard entre sans frapper, le visage fermé, le regard chargé de colère contenue. Ce n'est pas une visite de courtoisie, ni un échange poli. C'est une confrontation inévitable, presque douloureuse. Il reste debout, face à cet homme qui, quelques jours plus tôt encore, n'était qu'un directeur d'école parmi d'autres. Maintenant, il est celui qui l'a abandonné, celui qui a gardé le secret. Sa voix tremble à peine, mais chaque mot est chargé d'émotion. Depuis combien de temps tu le sais ? Étienne ne se dérobe pas. Il soutient le regard de son fils sans chercher à fuir. Il ouvre un tiroir, en sort le médaillon, celui qu'il avait gardé, celui qu'il n'aurait jamais dû cacher. Il le tend à Léonard, sans un mot. Le geste est simple, mais lourd de tout ce qui n'a pas été dit pendant des années. « Je suis désolé », finit-il par murmurer. Pas de justification. Pas de longues explications. Juste une reconnaissance honnête de sa faute. Étienne ne cherche pas à sauver la face. Il sait qu'il a échoué. Il sait qu'il aurait dû faire autrement, qu'il aurait dû affronter cette vérité plus tôt, avec courage. Je n'ai pas d'excuses. J'ai été lâche. J'ai fait des erreurs et j'en paie le prix aujourd'hui. Ces mots sont posés, calmes. Pas pour apaiser, mais pour assumer. C'est un homme fatigué qui parle, pas un père qui cherche à reconquérir. Il ne demande pas le pardon, car il sait qu'il ne le mérite pas encore. Léonard garde le médaillon dans sa main fermée. Il ne répond pas. Pas tout de suite. Il encaisse. Il respire. Peut-être qu'un jour il saura quoi faire de cette vérité, mais pour l'instant, il n'est qu'un fils qui a enfin des réponses et un vide encore plus grand à combler. Le temps semble s'être suspendu dans cette pièce, comme si l'air lui-même était devenu plus dense. Léonard est là, debout, à quelques mètres d'Étienne, mais une distance abyssale les sépare. Pas celle de l'espace, mais celle des années de silence, des secrets tus, des blessures jamais cicatrisées. Étienne baisse les yeux, incapable d'affronter plus longtemps le regard de ce fils dont il a nié l'existence. D'une voix grave, presque étranglée par la honte, il murmure. Quand j'ai rencontré ta mère, j'étais déjà avec Lucille. Et j'avais Ferdinand. Les mots résonnent comme une confession qu'il aurait dû prononcer depuis longtemps. Il ne cherche pas à embellir son passé. Il n'a plus cette prétention. J'ai fait un choix. Pas un choix glorieux, non. Mais je croyais que c'était moins destructeur que de mener une double vie. Léonard reste figé. Ses yeux brillent d'une émotion contenue, mais sa voix, elle, ne tremble pas. Elle est tranchante, directe, comme une lame qui tranche l'hypocrisie. Tu veux que je te dise ce que ton choix a engendré ? J'ai grandi ballotté de foyer en foyer. J'ai appris à m'endormir sans bruit, à ne pas déranger, à ne pas m'attacher. Il fait une pause, puis lâche d'un souffle douloureux. Ma mère est morte quand j'avais 3 ans. Étienne relève la tête, choqué. L'information le frappe de plein fouet.
Il balbutie. Je ne le savais pas. Mais Léonard ne lui laisse pas le temps de s'apitoyer. Il le regarde droit dans les yeux, le cœur noué, la gorge serrée, et pose la seule question qui lui ronge l'âme depuis qu'il a découvert la vérité. Si tu l'avais su, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Silence. Un long silence. Peut-être qu'Étienne voudrait répondre oui, qu'il l'aurait recherché, qu'il l'aurait accueilli. Mais il sait que tout ce qu'il dira maintenant risque de sonner faux. Parce que les années ont passé. Parce que le mal est fait. Et dans cette seconde suspendue, Léonard comprend qu'il n'y aura pas de réparation facile. Seulement une vérité nue, et les décombres d'une relation jamais construite. Dans la cuisine silencieuse baignée de la lumière dorée du matin, Alice retrousse ses manches avec une énergie mêlée d'appréhension et d'excitation. Ce jour-là, elle ne cuisine pas simplement des madeleines. Elle relève un défi. Angèle, les yeux brillants d'enthousiasme, l'a convaincue de participer au marché nocturne, un rendez-vous où se mêlent senteurs sucrées, rires de promeneurs et parfums d'été. Pour Alice, c'est l'occasion de sortir de sa réserve, de s'exposer un peu, de laisser parler son talent, mais pas question de faire les choses à moitié. Sans madeleine. Toute fourrée. Toute différente. Elle s'applique, minutieuse. Une à la framboise douce et acidulée. Une autre cœur praliné. Puis une au citron vert et gingembre confit. Les parfums embaument la pièce, et chacune de ces madeleines semble raconter une petite histoire, un fragment de mémoire, une émotion. C'est sa manière à elle de s'exprimer, de dire qui elle est. Alors qu'elle s'accorde à peine une pause, Gaëtan passe la porte de l'atelier, visiblement en manque de douceur. Et comme si de rien n'était, il passe une commande, 150 madeleines pour un événement, une fête, une réunion, peu importe. Il veut du Alice dans ses plateaux. Elle ne bronche pas. La fatigue la guette, ses poignets la tirent déjà, mais il y a dans ses yeux cette étincelle discrète de fierté, on lui fait confiance. Elle est légitime. Alors elle replonge dans sa pâte, une madeleine après l'autre, avec rigueur et passion. Parce que ce n'est pas qu'un défi culinaire, c'est une épreuve de foi en elle-même. Et dans chaque fourrage qu'elle insère, elle glisse un peu de cette résilience silencieuse qui la définit. Dans le bureau feutré de Castelmont, Léonard serre les poings, le visage durci par le doute et la colère. Ses souvenirs remontent en flots hachés, mais une certitude s'impose peu à peu dans son esprit, c'est Étienne. C'est lui qui l'a enfermé dans cette foutue piscine. Il ne veut pas y croire et pourtant, chaque indice semble le ramener à lui. Ce père dont il vient à peine d'apprendre l'existence, cet homme froid, obsessionnel, toujours en contrôle et peut-être capable de sacrifier son propre fils pour préserver son image. Face à lui, Tessier reste impassible. Mais derrière son calme apparent, son esprit bouillonne. Il ne croit pas une seconde que tout cela soit une simple succession de malchance. Non. Il y a une intention. Une stratégie. Il ne cherche pas à gagner. Dit-il, les yeux fixés sur Clotilde. Leur but, c'est d'écarter Léonard. L'humilier. L'anéantir. Clotilde hoche la tête, son regard troublé. Elle sent la mécanique malsaine à l'œuvre, mais ce qui la glace, c'est que tout cela pourrait bien venir de Castelmont lui-même. Étienne? Tu crois qu'il aurait pu? Je pense que Lucille pourrait en savoir plus qu'elle ne laisse paraître. Le ton de Tessier devient plus sec, plus incisif. Tu la connais. Va la voir. Cuisinons-la à ta manière. Elle t'ouvrira peut-être une brèche. Clotilde blêmit. Elle sait ce que cela implique. Mettre Lucille face à ses contradictions, faire vaciller un couple qu'elle a longtemps respecté, peut-être même trahir une ancienne amitié. Mais dans ses yeux brille désormais une lueur de détermination. Si Léonard est en danger, si un complot est en train de le broyer, ils ne resteront pas les bras croisés. La guerre est déclarée. Et cette fois, ce ne sont plus des points de championnat qui sont en jeu mais une vérité familiale qui pourrait faire exploser toute la façade de Castelmont. Dans la clarté tamisée du salon, Ferdinand avance vers sa mère avec une gravité nouvelle, le cœur battant, les mots coincés dans la gorge. Ce qu'il s'apprête à dire n'est pas anodin. Il touche à la vérité, à l'intime, au passé enfoui sous 2 décennies de silence.
Il la regarde droit dans les yeux. Plus d'échappatoire. Maman-papa a eu une liaison. Il y a 20 ans. Lucille ne détourne pas le regard. Elle ne sursaute pas. Au contraire, son silence devient une réponse. Un silence lourd, chargé, douloureusement paisible. Je sais. Le temps semble suspendu. Ferdinand, abasourdi, ne sait s'il doit se sentir trahi ou soulagé. Mais le coup le plus dur n'est pas encore tombé. Et je sais aussi pour Léonard. Les mots résonnent comme une claque douce mais implacable. Tout ce qu'il pensait découvrir, elle le savait déjà. Depuis quand? Comment a-t-elle pu vivre avec ce secret? Pourquoi ne rien lui avoir dit? Lucille baisse les yeux un instant, rattrapée par une émotion qu'elle ne peut plus contenir. J'ai voulu te protéger, je ne savais pas comment te l'annoncer. Comment mettre des mots sur une faute qui ne t'appartenait pas? Un frisson traverse Ferdinand. Cette mère qu'il croyait dans l'ignorance portait en fait le poids du non-dit depuis des années. Pourtant, elle n'a jamais faibli. Jamais laissé paraître quoi que ce soit. Il s'approche d'elle, doucement. Et dans un geste spontané, presque instinctif, il la serre contre lui. Fort. Comme pour lui dire qu'il comprend. Qu'il ne la juge pas. Lucille ferme les yeux, soulagée. Sa voix est douce, un murmure entre deux soupirs. Ne lui en veux pas, il a fait ce qu'il a pu. Il n'a pas su tout gérer, mais il a essayé. Ferdinand ne répond pas. Il n'a pas encore de pardon à offrir. Mais dans cette étreinte, une faille s'est ouverte. Et peut-être, dans cette faille, un chemin vers une vérité réconciliée. Dans la cuisine baignée par la lumière du matin, l'air est devenu irrespirable. Lucille, le visage fermé, tourne lentement sa tasse entre ses mains. Ferdinand, debout face à elle, attend une explication. Il n'en peut plus de cette tension suspendue, de ces demi-vérités qui le rongent de l'intérieur. Alors elle parle. Enfin. Les tromperies, je pouvais les encaisser. Dieu sait que j'ai fermé les yeux plus d'une fois. Mais un enfant. Sa voix se brise, rauque de colère contenue. Un enfant, Ferdinand, c'est une trahison qui change tout. C'est une bombe dans un foyer. Je ne pouvais pas. Je ne voulais pas. Elle le regarde droit dans les yeux, et ce qu'elle dit ensuite est une gifle. Léonard, ce n'est pas ton frère. C'est un accident. Un rappel constant de ce que ton père m'a fait. Il n'aurait jamais dû faire partie de notre vie. Le visage de Ferdinand se fige. Pendant un instant, il ne dit rien. Il encaisse. Il encaisse cette violence sans filtre, cette cruauté maquillée en protection maternelle. Il encaisse, mais il tremble. Tu dis avoir fait ça pour me protéger? Souffle-t-il, les yeux humides de rage. Me protéger de quoi? De la vérité? De mon propre sang? Lucille tente de se justifier, mais les mots de Ferdinand fusent, tranchants. Tu ne m'as pas protégé, tu m'as menti. Tu l'as effacé comme s'il n'existait pas. Comme si je n'avais pas le droit de savoir que j'avais un frère. Un frère. Le mot est dur à prononcer, même pour lui, mais il le fait. Il le ressent. Et Lucille, en une phrase, vient d'en nier l'existence, d'en nier l'humanité. Comment peux-tu dire ça? Il n'a rien demandé, lui. C'est toi qui l'effaces. Toi, papa. Lucille baisse les yeux. Elle a voulu tenir debout, mais Ferdinand vient d'abattre le dernier pilier de son argumentation. Elle ne répond rien. Et c'est peut-être encore plus douloureux. Alors Ferdinand tourne les talons, la mâchoire serrée. Il sort, le cœur déchiré. Une vérité l'a libéré, une autre vient de le fracasser. Et dans cette déflagration, ce n'est pas seulement une mère qu'il perd un peu, c'est une part de lui-même qu'il ne reconnaît plus. La clairière s'ouvre devant eux, baignée d'une lumière dorée de fin d'après-midi. Le chant des cigales berce l'air, et l'excitation du bivouac flotte dans les regards. Joséphine est arrivée avec Colline et Bérénice, le cœur léger, les bras chargés de sacs et de promesses d'aventure. Lou, déjà là, les accueille avec un sourire mi-amusé, mi-surpris devant la troupe féminine qu'elle a rameutée.
Mais très vite, le calme du sous-bois est bousculé par l'énergie débordante de Colline. Sifflet autour du cou, elle prend naturellement les commandes comme une éclaireuse en mission. Un coup de sifflet strident fend l'air, et elle clame joyeusement. Allez, on se bouge. Lou, Joséphine, tente dans 10 minutes chrono ou punition. Lou étouffe un rire. Joséphine lui jette un regard complice. Il s'exécute, ou du moins, essaie. Car dès les premières secondes, c'est un ballet de gestes maladroits, de sardines mal enfoncées et de toiles trop tendues d'un côté, trop lâches de l'autre. Lou s'échine à planter un arceau qui refuse de tenir droit pendant que Joséphine, concentrée, lit de travers la notice à l'envers. Je crois que ce truc est conçu pour nous humilier. Souffle-t-elle, le visage rougi par l'effort. Lou éclate de rire, essuie une perle de sueur et abandonne la notice. Leur maladresse se transforme peu à peu en fou rire, leurs gestes en chorégraphie improvisée, bancale mais joyeuse. Colline, imperturbable, surveille la scène d'un air pseudo-militaire. Échec critique sur la tente. Équipe B, repli stratégique vers le feu de camp. Bérénice, en retrait, filme discrètement avec son téléphone. Elle sourit, attendrie, capturant l'instant, un moment suspendu, simple, chaleureux. Ils sont loin des cuisines, des exigences des chefs et des tensions de l'institut. Ici, dans la nature, il n'y a plus que l'humain. Et même si la tente finit en tas informe sur le sol, la soirée, elle, commence déjà à briller de cette complicité douce qu'aucune note ne peut évaluer. Le soleil déclinait lentement derrière les arbres, diffusant une lumière tiède et incertaine sur les pierres du chemin. Ferdinand avançait vers Léonard avec une certaine fébrilité, presque en apnée. Son visage, habituellement si contrôlé, trahissait cette fois une tension sourde, quelque chose d'enfoui depuis trop longtemps et qui menaçait de jaillir. Léonard, lui, était là, assis sur un muret, l'air ailleurs. Son regard perdu dans le lointain semblait vouloir fuir tout ce qui, de près ou de loin, évoquait le nom de Castelmont. Il n'eut pas besoin de mots pour comprendre que Ferdinand venait parler, encore. Son corps s'était légèrement raidi. Il redoutait cette conversation comme on redoute une vague quand on a déjà la tête sous l'eau. Ferdinand s'assied sans demander, les coudes sur les genoux, le dos voûté. Il respire un grand coup, puis lâche. Mon père est un gros con. C'était brutal, cru, mais sincère. Un souffle nerveux s'échappa de sa gorge. Il continua, d'une voix plus trouble. Il m'a toujours menti, manipulé. Et tu sais quoi? Lucille, elle savait pour toi. Depuis le début. C'est elle qui a fait pression pour qu'il ne te reconnaisse pas. Elle voulait t'effacer. Les mots résonnaient comme des coups de marteau dans la poitrine de Léonard. Il serra les mâchoires. Ferdinand parlait, s'épanchait, vidait un trop-plein d'amertume qu'il traînait depuis des années mais Léonard n'était pas en mesure de le recevoir. J'en peux plus de ces faux semblants. Il a jamais su me voir, jamais su m'aimer comme un vrai père. Et maintenant? Il s'interrompit, espérant une réaction, un signe de fraternité. Mais en face, Léonard restait figé, le regard vide, les poings fermés. Quand enfin il parla, sa voix tremblait légèrement, mais elle était ferme. Ferdinand, je comprends que t'aies besoin d'en parler. Mais je peux pas. Je peux pas compatir. Pas maintenant. Peut-être pas jamais. Il se leva lentement, comme pour se protéger de la suite, comme pour se remettre à distance. Tu débarques avec ta colère, ton besoin de réparer ce qu'il t'a volé. Mais moi j'ai rien eu à perdre. Parce que j'ai jamais rien eu. Pas de père. Pas de Lucille. Pas de famille. Un silence s'installa, lourd, presque sacré. Ferdinand baissa les yeux. Il venait chercher un lien, un frère. Mais il faisait face à un mur de douleur, d'années de silence, de carences affectives qu'aucune vérité tardive ne pourrait combler. Et Léonard, dans un dernier souffle, ajouta. Ce que t'as perdu, je l'ai jamais eu. Alors non, je peux pas t'aider à pleurer. Puis il s'éloigna, laissant Ferdinand seul avec ses regrets, au cœur d'un lien fraternel qui, malgré le sang, ne parvenait pas à naître. Le vent faisait frissonner les feuilles des arbres,
caressant la roche sur laquelle Léonard était assis, immobile. Le regard perdu sur l'horizon, il semblait chercher un sens à tout ce chaos intérieur. Son téléphone, éteint depuis des heures, gisait au fond de sa poche, comme un symbole du monde extérieur qu'il avait voulu fuir. Il ne voulait plus de regards, plus de questions, plus de cette inquiétude maladroite que les autres lui renvoyaient. Ismaël finit par le retrouver, guidé par l'instinct plus que par la logique. En le voyant là, seul, fragile dans sa solitude tendue, il ne dit rien tout de suite. Il s'approche lentement, puis s'assoit à ses côtés sans un mot. Il sent que Léonard est au bord de quelque chose, suspendu à ses silences. Léonard finit par parler, d'une voix fatiguée, comme s'il se vidait de l'intérieur. « Je me fais pas d'illusions. J'ai jamais vraiment cru à cette histoire de père. Mais je sais pas. Peut-être que j'espérais un peu. Juste un regard. Un signe. Quelque chose. » Il se mord l'intérieur de la joue. Ses yeux restent fixés devant lui, mais son souffle est plus court. Une colère sourde, une tristesse mal digérée monte en lui, sans qu'il sache comment l'exprimer autrement qu'en la niant. Et puis merde, peut-être que je m'en fous, au fond. Qu'il m'aime ou pas, qu'il me reconnaisse ou pas, ça changera rien. Mais sa voix tremble légèrement, trahissant tout ce qu'il tente de contenir. Ismaël le regarde en biais, avec une tendresse calme, presque fraternelle. Il ne cherche pas à raisonner Léonard. Il n'essaie pas non plus de relativiser. Il sait que certaines douleurs n'attendent ni explication ni consolation, juste un espace pour exister. Pleure. Je te jugerai pas. Cette phrase, simple, douce, crève la cuirasse. Un long silence les enveloppe. Puis, sans prévenir, comme attirés l'un par l'autre par une force silencieuse, leurs regards se croisent. Quelque chose cède. La tristesse se mêle à la gratitude. Et dans cette bulle suspendue au bord du monde, leurs lèvres se trouvent. Ce n'est ni calculé, ni précipité. C'est instinctif. Vrai. Dans ce baiser, il n'y a pas de promesse. Il n'y a pas de solution. Seulement deux êtres qui, l'espace d'un instant, se reconnaissent dans leur douleur, dans leur besoin d'être vus, aimés, entendus. Et dans ce geste silencieux, Léonard laisse couler une larme. Une seule. Mais c'est un début. Et voilà, chers amis, quel épisode magistral nous venons de vivre ensemble. Entre la détresse contenue de Léonard, la lucidité douloureuse d'Étienne, le poids du secret chez Lucille et la colère sourde de Ferdinand, Ici tout commence nous livre ici l'un de ces épisodes les plus poignants et les plus sincères depuis longtemps. Mais au-delà des trahisons et des regrets, une lueur perce à travers les fissures, celle d'un lien possible, d'un amour en devenir, d'une résilience qui s'écrit doucement Madeleine après Madeleine, bivouac après bivouac, baiser après larmes. Alors, selon vous, Léonard finira-t-il par pardonner? Étienne mérite-t-il une seconde chance? Et Lucille peut-elle encore regagner la confiance de son fils? Dites-moi tout en commentaire, je suis impatient de lire vos réactions. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner, et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés captivants. À très vite pour un nouvel épisode intense et d'ici là, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, à l'Institut, les plus grandes recettes naissent toujours des plus profondes blessures.